Aujourd'hui, je vais donc évoquer un sujet qui est venu sur la table, comme souvent, parmi les conversations qu'on a avec des entrepreneurs euh, au fil des jours lorsqu'on les rencontre. Et j'ai croisé un entrepreneur qui m'expliquait que lui, il fait pas de réseau parce que il trouve que c'est pas important. Et c'était une discussion passionnante parce qu'évidemment, je suis d'un avis totalement opposé. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et puis on pourra peut-être en débattre tout à l'heure. D'abord, vous savez que j'aime bien trouver une citation qui se rapproche même vaguement du sujet que je traite. Et là, j'ai trouvé une citation de Tolstoï. Alors, toujours une façon de d'étaler une culture qu'on n'a pas, mais j'ai trouvé ça intéressant. Dans Guerre et Paix, l'homme est placé haut sur l'échelle sociale, plus le réseau de ses relations avec d'autres hommes est étendu, plus il possède d'autorité. Bah, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que quelque part, on le dit, le réseau, c'est le pouvoir et simplement, bah, euh, ça apparemment, c'est pas nouveau et ça a été repéré euh, par les gens qui ont écrit et décrit la société. Alors, si on commence, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? D'abord, ce sont l'ensemble des personnes qu'on connaît et avec lesquelles on a passé un moment significatif. Ah, c'est pas la peine de compter dans votre réseau vos camarades de CM2, sauf celui avec lequel vous avez fait le mur de l'école, parce que vous avez un souvenir commun, et des années après, vous pourrez éventuellement en reparler avec lui à ce moment-là. Et donc, c'est pas l'ensemble des gens que vous avez croisés, comme certains le croient. Pour moi, c'est l'ensemble des gens avec lesquels il s'est passé quelque chose. Hein, donc, il faut qu'on se connaisse, bien sûr, et puis il s'est passé quelque chose de significatif. Deuxième idée, ce sont les contacts de nos contacts. Le réseau, il y a un livre fabuleux qui s'appelle Six Degrees. Ce livre a été écrit avant l'invention des réseaux sociaux. C'est le livre qui donne le fondement théorique du réseau social. Il dit qu'on est dans une planète de 7 milliards d'individus à seulement 6 degrés les uns des autres. C'est-à-dire que, aussi éloignés en termes de pays, en termes de culture, en termes d'âge, en termes d'occupation professionnelle, vous pouvez prendre tous les critères que vous voulez, de religion, de sexe, et encore tout ce que vous pourriez imaginer, vous n'êtes qu'à 6 degrés de tous les autres êtres humains de la planète. Et donc vous n'êtes qu'à probablement 3 degrés de Joe Biden ou 4 de Xi Jinping. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un vous connaît, vous apprécie, il peut vous présenter des gens de son réseau, d'accord? Eh bien, vous avez multiplié probablement déjà par 1000 ou 10 000 le nombre de personnes que vous pouvez contacter. Enfin, on peut appeler cœur de réseau toute personne à qui on a rendu service ou qui nous a rendu service. Et c'est vraiment ce que je vous propose de prendre comme règle de base. Donc, à qui avez-vous donné un coup de main? Qui vous a donné un coup de main? Ces gens-là, moins nombreux, c'est une interaction forte. C'est le cœur de votre réseau. Alors à quoi sert un réseau? Après tout, on en a tous un, plus ou moins bien géré, plus ou moins actif. Pourquoi est-ce que chez Melsion, on vous dit qu'il faut avoir un réseau actif et puis s'en occuper? D'abord, parce que ça sert à développer ses activités. Son business, bien sûr, mais pas que. Ça sert aussi à développer tout ce qui peut vous intéresser en termes intellectuels et qui peut avoir un impact positif sur vous. Ça sert aussi à détecter des opportunités insoupçonnées. C'est en parlant à des gens de façon improbable que vous allez découvrir des pans entiers d'idées nouvelles ou d'opportunités. Ça vous sert à recueillir de l'information pertinente. Quand vous voulez vous renseigner sur un candidat, quand vous voulez vous renseigner sur un appel d'offres, quand vous voulez vous renseigner sur un confrère, quand vous voulez vous renseigner sur une innovation, ben, si vous avez un réseau bien géré et actif, vous regardez qui peut vous donner cette information et vous le contactez.
Ça vous permet d'aller au-delà de ce que vous savez aujourd'hui. Il y a une notion de veille sur les sujets qui vous intéressent. Quand vous avez un réseau, sur les sujets, par exemple, imaginons le concours, vous voyez, par exemple, imaginons au hasard un exemple, hein, le football américain. Donc, si vous avez un associé qui s'intéresse au football américain, au point de vous raconter que cette semaine, ça va être le draft, c'est-à-dire qu'on va prendre les jeunes joueurs du de collège pour les amener dans les grandes ligues de football américain, eh bien, c'est intéressant parce que si vous vous intéressez, c'est mon cas, au football américain, mais que vous n'êtes pas un passionné, vous apprenez en parlant à ces personnes qui, elles, sont à fond dedans, des choses magnifiques. Et puis vous gardez une oreille en disant, mais ah tiens, il se passe quelque chose ou pas dans ce segment qui m'intéresse. Et ça peut aller au-delà du football américain, bien sûr, ça n'est qu'un exemple. Enfin, et c'est parfois plus utile pour un entrepreneur, vous pouvez résoudre des difficultés que vous n'avez jamais rencontrées. Il est arrivé à un de nos clients une mésaventure il n'y a pas très longtemps, il s'est retrouvé en garde à vue. En garde à vue parce qu'il a en face de lui un syndicat professionnel puissant qui cherche à empêcher son activité. Donc rien de très méchant, mais vous vous attendez pas en tant que chef d'entreprise à vous retrouver dans une situation comme celle-ci. Eh bien, si vous avez dans votre réseau un avocat pénaliste, c'est plus utile. Vous voyez, il était arrivé il y a quelques années à un de nos clients d'avoir un problème, là également un peu rare, pénal douanier. Il s'était tourné vers nous pour nous demander si on pouvait l'aider. Et en 3 coups de fil, je lui avais trouvé le cabinet spécialisé en droit pénal douanier en France. Et alors c'est une toute petite spécialité, et les gens qui connaissent cette matière ne sont pas très nombreux, mais c'est ça, l'impact du réseau, c'est de vous aider à résoudre des problèmes que vous n'aviez jamais rencontrés, pas seulement bien sûr dans le domaine pénal. Et puis, ça peut vous aider à influencer un débat. Lorsque on est un citoyen, un entrepreneur, on est partie prenante de la société et à ce titre, on a la possibilité de faire entendre sa voix. Il est parfois important de faire entendre sa voix. Imaginez qu'un projet de loi soit en discussion à l'Assemblée nationale qui vous interdise ou réduise le champ du possible pour votre entreprise. C'est arrivé à de nombreuses reprises et on a, nous, eu l'occasion d'en connaître, comme on le dit, en France et ailleurs. Il est important de savoir joindre et parler, d'expliquer sa position aux gens qui vont prendre cette décision. Il ne s'agit pas là de lobbying, mais d'être capable de faire entendre sa voix lorsque quelque chose prend une tournure particulière en matière de débat. Quelques conseils maintenant, parce que bien entendu, l'usage du réseau va très au-delà de tout ce que je viens déjà de dire. Comment développer son réseau? Après tout, on a tous un petit réseau, ou un moyen réseau, ou un gros réseau, mais à un moment, quand on débute dans la vie, on n'a pas beaucoup de contacts parce qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Alors, la première règle, c'est de maîtriser LinkedIn. C'est une invention humaine totalement incroyable, avec beaucoup de défauts, mais également la possibilité de vous faire comprendre qui sont les contacts de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau, comment envoyer une petite demande, un petit message à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est à la fois précieux et utile. Donc maîtriser LinkedIn, si ce n'est pas encore le cas. Et quand je dis maîtriser LinkedIn, sachez qu'il y a, comme dans la plupart des arts martiaux, il y a des degrés. Voyez, donc vous êtes peut-être ceinture noire, mais il y a des gens qui sont ceinture noire 5e dan. Deuxième idée, toute bête, et qu'on dit depuis 25 ans à tous les entrepreneurs qu'on rencontre, adhérez à votre syndicat professionnel. Vous ne pouvez pas être en dehors, sauf exception, de votre syndicat professionnel. Il se passe des choses, il y a de l'influence, il y a des problématiques communes, ça vous permet de rencontrer vos confrères dans un contexte plus ou moins apaisé, et donc ne pas le faire est une erreur majeure. De même, ne pas devenir membre soit du MEDEF, de la CPME
ou du CJD, selon votre âge et votre inclinaison, c'est une erreur majeure. Pour ceux qui ont vécu des prud'hommes compliqués à répétition, je vous rappelle juste simplement que l'un des deux juges de la formation prud'homale est un représentant des salariés, souvent issu d'un syndicat. L'autre juge est un représentant des employeurs, souvent issu d'un syndicat. Donc si vous n'êtes même pas capable de passer un coup de fil au président du tribunal de prud'homme, qui ne va pas influencer le jugement, qui va simplement porter une attention particulière à votre dossier, alors vous êtes à côté de la plaque. De la même manière, si vous n'êtes pas membre du MEDEF, de CPME ou du CJD, qui sont les trois grands, il y en a certainement d'autres ici ou là, vous ne pouvez pas appeler le préfet ou l'un des dirigeants de l'État en région simplement. En revanche, si vous êtes membre du MEDEF, vous appelez votre président de MEDEF, lui il voit le préfet tous les mois. Et donc, il est important de devenir membre à la fois de votre syndicat professionnel, j'en ai parlé, mais également d'un syndicat patronal. Quatrième conseil, donnez de votre temps pour aider ceux qui vous le demandent. C'est-à-dire que le réseau se développe à l'échelle de ce que vous lui donnez. Et la première chose que vous devez comprendre, c'est que ça va vous prendre du temps. Et donc ce temps, il faut le créer dans votre agenda déjà surchargé. Mais il faut prendre du temps. Je me souviens d'un auteur américain que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Never Eat Alone. Je crois que son nom c'est Ferrazzi, je cherche le nom. Et qui avait reçu dans son agence de marketing 1 heure tous les étudiants de marketing de l'école dans laquelle il était professeur à New York qui le lui demandaient. Et il avait toujours 1 heure pour chacun des élèves. Il leur disait à chaque cours, j'ai 1 heure pour vous, voilà le numéro de téléphone de mon assistante, prenez rendez-vous. Et en général, en fin de journée, il passait 1 heure avec un étudiant. 20 ans après, il avait dans tous les États-Unis un réseau de gens qui étaient devenus des professionnels, éventuellement des dirigeants marketing et communication dans tout un tas d'organisations. Et son business et son influence se sont développés de façon exponentielle. Un tout petit peu de son temps, pendant très très longtemps, et à un moment, l'effet exponentiel s'est produit. Ça commence par faire de l'espace pour les autres dans votre agenda. Alors, vous êtes déjà plutôt compétent, vous avez déjà appliqué tous ces conseils, mais bon, Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Eh bien, c'est simple, sortez de vos territoires connus. Autrement dit, je vais vous parler du known unknown et du unknown unknown. Alors, deux notions un petit peu subtiles, on aurait pu faire une chronique tout entière là-dessus. Le known unknown, c'est vous êtes dans un univers que vous connaissez, et dans cet univers que vous connaissez, en général, il y a des choses que vous ne savez pas. Et donc, quand vous allez à votre syndicat professionnel, vous connaissez bien votre métier, mais vous pouvez apprendre une information que vous ne connaissiez pas. Ça, c'est un niveau basique. Maintenant, je vous propose d'aller ensemble à quelque chose qui nous est vraiment étranger, en tout cas à moi, un rassemblement informel de street art pour aller rencontrer ces gens qui, avec leurs bonbonnes de peinture, dessinent sur les murs de la ville des choses plus ou moins heureuses. En ce qui me concerne, je serai vraiment en dehors de ma zone connue, je serai dans le unknown unknown. Pourquoi? Je suis dans un territoire inconnu et je vais également apprendre des choses que je ne sais pas. Et c'est ça la clé du deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est de ne pas rester à l'endroit que vous connaissez déjà, mais d'aller vous frotter à des gens qui sont terriblement différents. Un congrès de psychiatres, une assemblée d'infirmières en colère, une copropriété alors que vous êtes locataire. Vous êtes à cet endroit-là, une réunion de copropriété, vous êtes à cet endroit-là dans le unknown unknown, et c'est là que se trouvent finalement les éléments les plus intéressants, ceux qui vont vous ouvrir le plus l'esprit. Il s'agit en fait d'une exploration spatiale
mais qui peut être également temporel. Quand vous allez à un congrès de médiévistes qui lisent le français ancien, non seulement vous apprenez des choses sur un territoire qui ne vous dit rien peut-être, mais vous apprenez aussi des choses sur votre propre histoire. Quand vous allez, c'est plus difficile aujourd'hui, participer à une fouille en Égypte ou à la restauration d'un temple khmer, eh bien, vous apprenez des choses sur notre histoire commune, l'histoire de l'humanité. Vous êtes dans le unknown unknown. Un de nos clients est peintre amateur, famille d'artistes, et bien que dirigeant une ETI mondiale, à ses heures perdues, il peint. Et un jour, il m'a raconté quelque chose que je partage avec vous aujourd'hui, c'est qu'il allait voir dans les musées et dans les expositions les œuvres de peintres qu'il n'apprécie pas, et qu'il appréciait plus du coup de peinture de l'artiste dont le résultat final lui déplaît en observant le tableau, qu'il n'en apprenait en allant voir les peintres qu'il adore. Et donc, il y a une leçon fondamentale ici, c'est que à l'extérieur de votre territoire connu, il y a notamment ceux que vous n'aimez pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de nombreux patrons à la fête de l'UMA chaque année. Quelle erreur! Quelle erreur! Je ne suis pas sûr qu'il y ait de nombreux chimistes de Bayer Monsanto aux entretiens de Villancey chaque année qui sont une réunion de fans de l'agriculture biologique. Quelle erreur! De la même manière, pour les gens des entretiens de Villancey, quelle erreur de ne pas aller au congrès sur les organismes génétiquement modifiés. Il faut aller dans les territoires où naturellement vous n'auriez pas envie d'aller. C'est là que vous allez apprendre des choses nouvelles. Rappelez-vous, au XVIIIe siècle, Montesquieu écrit les lettres persanes, et à l'intérieur des lettres persanes, il y a cette célèbre phrase « Comment peut-on être persan ?» Et donc Montesquieu décrit l'arrivée de gens du Moyen-Orient à la cour, et les bourgeois s'extasient sur ces gens qui sont d'une culture tellement différente, à tel point qu'il est impossible de les penser. On ne peut pas penser une telle différence. Moi, je retourne cela, je vous dis que la richesse, elle est justement d'aller partager un repas traditionnel avec une famille dans un territoire et une culture que vous ne connaissez pas et que vous seriez loin de maîtriser. Mais au-delà de ça, de toujours aller chercher cette différence pour essayer de la comprendre. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours couronné de succès, mais il y a il y a un véritable bénéfice à aller au contact de l'autre quand l'autre est très différent de soi-même. Et vous allez voir que vous allez finalement, dans la plupart des cas, vous trouver suffisamment à l'aise quand vous l'avez fait assez longtemps. Et donc vous allez développer une forme d'aisance dans cette rencontre de l'autre. Mais il y a encore un niveau supplémentaire. Une fois que vous avez bien appliqué le niveau 1 et bien appliqué le niveau 2, je vous propose d'aller voir le niveau 3. Devenir une tête de réseau. Alors une tête de réseau, c'est d'abord et avant tout être au service de sa communauté. Ça veut dire organiser des rencontres improbables. C'est par exemple ce que nous faisons chez Melchion depuis près de 20 ans maintenant, en permettant à des entrepreneurs qui ne se connaissent pas forcément de se retrouver plusieurs fois par an sur la base, l'excuse d'une conférence dans laquelle on va apprendre quelque chose, mais en réalité, en même temps, la capacité de croiser des gens d'autres industries, des gens plus jeunes, des gens plus âgés, des gens moins expérimentés, plus expérimentés, des gens qui sont passés par les mêmes difficultés ou par d'autres, qui ont eu des succès improbables ou des succès évidents, et si cela existe. Et donc,
Le moment où vous devenez tête de réseau, c'est le moment où vous permettez aux gens de votre réseau de se rencontrer et eux-mêmes vont inviter des gens de leur réseau à venir se rencontrer. Donc, c'est passionnant. Ça peut permettre notamment de peser sur les décisions qui vous tiennent à cœur. On a le souvenir d'un de nos clients à qui on avait recommandé de créer euh, un, un, une rencontre trimestrielle sur une thématique dans laquelle il était impliqué et qui lui a permis comme ça d'être l'organisateur et de faire venir des journalistes, des gens de son industrie, des gens en dehors de son industrie, et petit à petit de peser sur le débat qui était en cours dans son industrie. Enfin, il y a des effets réputationnels positifs à être une tête de réseau, parce que d'autres réseaux viendront vous voir pour parler de ce qui est important. C'est le cas pour Melsion. Aujourd'hui, au bout de 25 ans d'accompagnement des entrepreneurs, nous sommes considérés par un certain nombre d'institutions comme un interlocuteur qu'il faut consulter lorsqu'on prépare quelque chose qui concerne les entrepreneurs. Et ça s'est développé essentiellement parce que nous avons pris soin, effectivement, de continuer à parler à des gens d'univers différents et de leur parler de nous, mais aussi de les écouter, de comprendre leurs problématiques. Vous pouvez le faire à votre niveau, au plan local, au plan régional, au plan national ou au plan international. Euh, une de nos, une de nos clientes s'est ainsi retrouvée sur une cause qui lui est chère à une tribune de l'ONU pour faire une contribution sur une thématique non professionnelle mais qui lui tenait à cœur. Bien, évidemment, l'impact international, l'impact de son réseau à ce moment-là, s'est multiplié. Un petit point de vigilance, il est important que si vous êtes une tête de réseau, vous mainteniez un état de bienveillance entre les membres, parce que tout le monde n'est pas toujours de bonne humeur, tout le monde n'est pas toujours avec des atomes crochus pour son voisin de table, et une des règles principales du réseau, c'est bien entendu de maintenir absolument cette bienveillance entre les membres, quitte, dans les cas extrêmes, à ne plus inviter les gens qui ne sont pas capables d'avoir une attitude bienveillante vis-à-vis des autres. Et au fil des années, ça a dû nous arriver 3 fois, donc sur plusieurs milliers de personnes, vous voyez, c'est pas une grande statistique, mais ça peut casser l'ambiance et ça peut pourrir votre réseau, donc soyez vigilants, maintenez la bienveillance. En conclusion, parce qu'il y en a une, il est critique, important, utile de développer son réseau, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait né 70, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Finalement, le nombre de gens à qui vous avez rendu service, finalement, ne peut qu'augmenter au fil de votre vie. Pour cela, il faut vous bloquer du temps. Alors, je sais bien que l'agenda de l'entrepreneur, c'est un vrai problème, mais il faut bloquer là-dedans une période pour ça. Je partage une pratique, elle n'est pas unique, mais je l'ai empruntée à quelqu'un d'autre. J'ai bloqué dans mon agenda une journée par mois pour rencontrer tous les gens qui souhaitent me rencontrer, même si je ne les connais pas. Et donc ça a deux avantages. D'abord, j'y pense un petit peu, comme ça, une fois par mois, je me dis, tiens, ben, finalement, il y a des gens que je pourrais inviter à venir me voir ou qui ont souhaité me voir, ben, il y a un espace pour eux. Et puis, deuxièmement, ça m'évite d'avoir à réfléchir à quel moment je place et comment j'arbitre dans mon agenda ces demandes, dont je ne sais pas si elles ont beaucoup d'importance ou pas avant de les faire. Et donc je les ramène, en ce qui me concerne, au premier jeudi de chaque mois, qui est devenu, vous le savez maintenant toutes et tous, la journée dans laquelle vous pouvez me demander n'importe quoi. Faut le savoir. C'est 11 fois par an. Enfin, il est possible de développer son réseau même à distance. Et en cela, je ne parle pas seulement des réseaux sociaux et au premier chef de LinkedIn, mais il y en a d'autres. Passer un coup de fil à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un petit email, un SMS,
ça devrait faire partie de votre pratique hebdomadaire. Il y a des gens qui comptent pour vous ou qui ont compté pour vous, et plus on vieillit et plus ces personnes, bizarrement, également prennent de l'âge. Et je trouve qu'il est important pour un entrepreneur de savoir rester en relation avec des gens de toute génération. Donc, aussi bien votre stagiaire que vous aviez apprécié et qui est parti je ne sais pas où, aussi bien un ancien collaborateur que vous avez apprécié et qui est parti vivre sa vie, que votre mentor il y a 30 ans, ou une personne qui vous avait rendu service il y a 30 ans, un petit SMS, un petit coup de fil, quelques minutes, comment tu vas? Donne-moi tes nouvelles, ça me fait plaisir de t'entendre. C'est un des secrets pour continuer même à distance, même si on ne peut plus prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, on peut maintenir son réseau, certes, pas facilement le développer, mais le maintenir en n'étant pas forcément en présentiel.